sujet dont je vais vous parler, c'est donc les géants du web. En fait, dans l'entreprise que je dirige, il y a quelques années, on s'est beaucoup interrogé sur ce sujet parce qu'on avait traditionnellement l'habitude de bosser pour des DSI classiques de grands groupes. Et puis en fait, on a vu arriver ces acteurs-là qui avaient des façons de faire complètement différentes. Donc on a eu envie de creuser un peu ce sujet, et donc on s'est beaucoup documenté sur ce qu'ils ont fait, à tel point qu'on a publié un bouquin, Les géants du web, et qu'on a traduit en anglais. Et c'est un petit succès de librairie, parce qu'on édite nos bouquins en compte propre, et on en a quand même distribué 25 000, sachant qu'à partir de 4 000, on juge que c'est un succès d'édition. Donc voilà, on a eu une petite notoriété grâce à ça. Pourquoi je vous parle des géants du web aujourd'hui? Parce que, en fait, on vit une époque incroyable, vous avez pu le constater, avec un moment qui a été clé, qui est le moment de la digitalisation. Alors, digitalisation, c'est un mot un peu valise que vous avez sans doute entendu 50 fois. C'est un anglicisme, en plus, ça énerve certaines personnes. C'est quand même celui que j'ai utilisé ce soir. Mais la définition que je vais vous proposer de la digitalisation, c'est une définition assez précise. Quand une innovation de rupture apparaît dans une société, il y a toujours deux moments. Il y a un moment pendant lequel on utilise cette nouvelle technologie pour faire la même chose qu'avant. Et à un moment donné, on commence à utiliser cette technologie en utilisant tout le potentiel de transformation de cette technologie. Et on se réorganise en fonction de la puissance de cette technologie. Et sur Internet, c'est quelque chose qui a été assez flagrant. C'est-à-dire que globalement, l'usage privé d'Internet, il a commencé à se développer fin des années 90, début des années 2000. Il y a eu un moment de bascule qui a été l'arrivée du premier iPhone, et aujourd'hui on est dans une phase, c'est pour ça qu'il y a une vague, on est dans une deuxième vague d'Internet qui est absolument radicale, parce que ça transforme tous les usages du monde entier, et on n'est qu'au début des conséquences ultimes de ça, avec par exemple le sujet des fake news, qui interroge notre rapport à la démocratie avec l'éclairage des nouvelles technologies. Et ça, c'est le début de la vague, c'est-à-dire que globalement, la différence entre les années 2000, où à peu près 20% des foyers français étaient connectés, et aujourd'hui, on est plus de 85%. Donc il y a l'ampleur, il y a le fait qu'on soit connecté partout, tout le temps et pour tout type d'usage. On a chacun notre terminal, on a chacun notre smartphone pour se connecter. Et c'est la deuxième vague. Il y a une troisième vague qui arrive, et probablement une quatrième. La troisième vague, c'est quand tous les objets seront connectés, c'est-à-dire pas juste le smartphone qu'on a dans notre poche, mais les ampoules, les chaises, les vaches. Les vaches sont déjà connectées depuis un petit moment d'ailleurs. Donc quand tous les objets qui nous entourent sont connectés, et la vague ultime qu'on peut prévoir aujourd'hui, c'est la vague de l'intelligence artificielle, dont je vous parlerai un tout petit peu aujourd'hui, mais pas trop, mais qui est probablement le facteur de transformation majeur qui va arriver dans les 10-15 prochaines années. Pour illustrer la puissance de cette transformation, enfin ce point de rupture qu'est la digitalisation, j'ai deux images qui illustrent bien ça. Donc là, vous avez l'élection du pape Benoît XVI en 2005. Et là, vous avez l'élection du pape François Ier en 2013. Il y a 8 ans entre les deux photos, donc il s'est passé un peu de temps entre les deux. Sauf que cette photo, on aurait pu la prendre 50 ans avant, c'était à peu près la même chose, on aurait eu du mal à la distinguer. Et là, on voit bien que le monde a basculé dans quelque chose de complètement nouveau. Alors pourquoi cette longue introduction pour vous parler des géants du web? Parce qu'en fait, la révolution du web, c'est une révolution des usages. Tous les gens qu'on voit manipuler une tablette, un ordinateur, un téléphone, sur la deuxième photo, en fait, il y a un collecteur de ces usages-là qui est une entreprise qui se caractérise par le fait qu'elle gère des monceaux de données et des monceaux de sollicitations sur le web. Et ça, c'est la caractéristique des géants du web. Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à eux? Parce que demain, toute entreprise est un géant du web. Tous les usages sont en train de se digitaliser. Ça veut dire que la spécialité de ces acteurs, qui est leur capacité à gérer des flux considérables de transactions et de données, eh ben, c'est des enjeux auxquels n'importe quelle entreprise d'aujourd'hui va être confrontée d'ici quelques temps. C'est déjà le cas, par exemple, des opérateurs telco, c'est le cas de la banque et un petit peu de l'assurance, et c'est en train de s'étendre à tous les secteurs de l'économie. Il y avait une campagne d'un cabinet qui fait de la tech, qui avait interrogé ses clients,
qui avait fait une campagne sur le thème I am a tech company. Toute entreprise demain est une tech company, à part peut-être la boulangerie du coin, et même ça peut discuter. Et ce qui est intéressant chez ces gens qui sont aux avant-postes de cette révolution en termes de volumétrie et d'usage, c'est qu'ils ont inventé quelque chose de nouveau. Pourquoi je vous montre un pont? Parce que le domaine dans lequel je travaille, à savoir les systèmes d'information et la technologie, a dupliqué son mode de fonctionnement en s'inspirant du génie civil. Et c'est une catastrophe. Enfin, non, c'est pas une catastrophe. Ça a été la bonne solution pendant un moment, et puis maintenant, c'est devenu une catastrophe. En fait, quand on parle d'informatique, d'entreprise, on parle souvent de termes comme urbanisation, architecture, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, socle, fondation. Et ça, c'est des termes qui nous viennent du génie civil. Donc pendant longtemps, on a conçu des systèmes d'information et des applications comme on conçoit des ponts, des maisons, des infrastructures pétrolières et des choses comme ça. Et les gens du web ont été les premiers qui ont pris conscience de la spécificité intrinsèque de la matière qu'ils manipulaient et que l'informatique, c'était pas comme du ciment et qu'il fallait le traiter de façon complètement différente. Ils ont complètement repensé les façons de travailler en s'adaptant justement aux qualités intrinsèques de cette matière-là. C'est le mouvement de digitalisation dont je parlais avant, c'est-à-dire que les entreprises ont pris l'informatique et ont continué à faire la même chose qu'avant, de la comptabilité, de la gestion de flux, avec ce nouvel outil. Et puis il y a ceux qui ont inventé des nouvelles façons de faire autour de cet usage. Et en fait, il y a eu une rupture aussi sur ce qu'on demandait à l'informatique. Un service informatique, pendant longtemps, on lui demandait juste de graver dans du silicium des processus qui étaient les processus classiques de l'entreprise. Et puis, depuis le web et l'iPhone, enfin le premier iPhone, je ne suis pas un fanboy d'Apple, hein, je tiens à préciser. Mais, ouais, bon, ok, je vais avoir du mal à être crédible. J'étais le dernier à prendre un Mac dans ma boîte. Donc, mais il y a vraiment cette rupture-là. Et donc, depuis l'iPhone, en fait, je ne sais plus ce que je veux dire. Quelqu'un a suivi ou pas? Il y a une rupture sur ce qu'on demandait à l'informatique. Oui, c'est ça, exactement, merci. Et donc, depuis l'iPhone, ce qu'on demande à l'informatique, c'est de créer des usages nouveaux, de faire des choses qu'on n'a jamais faites auparavant. Et donc, du coup, comme c'est des choses nouvelles, il faut des méthodes nouvelles pour explorer ces territoires-là. Alors, ce qui est fascinant chez les gens du web, c'est qu'il y a certaines boîtes dans ce slide qui n'existaient pas il y a 10 ans, et tout le monde les connaît. Le bouquin qu'on a écrit, la première édition, qui était l'édition française, on l'a publié il y a 6-7 ans. Quand on faisait des presse et qu'on parlait de Netflix, tout le monde nous regardait avec des grands yeux en disant c'est qui Netflix, alors que maintenant, je pense qu'à peu près tout le monde dans la salle doit avoir son abonnement Netflix, j'imagine, au moins des codes pour y accéder. Pareil, donc toutes les boîtes qui sont présentées ici, c'est des entreprises qui, en à peine une dizaine d'années, sont devenues des marques mondialement connues, et c'est quelque chose d'assez unique aussi dans l'histoire économique. Facebook, alors elles ont toutes une caractéristique qui est qu'elles gèrent des volumes de transactions et de sollicitations sur Internet qui sont hors du commun, qui sont sans commune comparaison avec ce que les entreprises traditionnelles ont l'habitude de faire. Et en moyenne, vous pouvez considérer que c'est des boîtes qui ont entre 500 millions et pour les derniers chiffres pour Facebook, ça doit être de l'ordre de 2,1 milliards, si quelqu'un a ça en tête. Je crois que c'est 2,1 milliards d'utilisateurs dans le monde. Alors à un moment donné, ce qui se disait, c'est si Facebook était un pays, ce serait le plus gros pays du monde. Sincèrement, je ne vois pas trop l'intérêt de cette comparaison-là. En revanche, c'est la première fois dans l'histoire de l'économie, de l'humanité, je ne sais pas comment il faut le formuler, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une entreprise détient autant d'informations privées sur autant de personnes. Et ça pose des questions effectivement éthiques, sociétales, politiques qui sont absolument considérables, effectivement. Sachant que si on arrive jusque-là, je vais essayer de tuner ma présentation pour que ça dure 1 heure. J'ai plus de matériel que ce que je vais vous présenter. Si on arrive jusque-là, j'ai le slide sur toutes les données que Facebook savait de vous il y a 2 ans. Je pense que maintenant c'est un peu plus. Le paradoxe,
Enfin non, c'est pas un paradoxe. Une des caractéristiques de ces géants du web, hein, c'est que c'est les stars des marchés. Donc là, vous voyez l'évolution en 15 ans. 15 ans à l'échelle économique, c'est pas grand-chose, quoi. C'est deux cycles économiques. Vous voyez que en 2001, il n'y a que Microsoft hein, qui est dans le top 5 des capitalisations boursières, et 15 ans plus tard, toutes les plus grosses capitalisations boursières sont des acteurs de la tech. Et j'ai eu l'occasion de voir une animation qui montrait comment des acteurs de la tech rentraient dans les 100 plus grosses capitalisations boursières du monde. Et c'est impressionnant. C'est-à-dire que le XXe siècle, quand vous regardez quelles ont été les grosses boîtes du XXe siècle, a été façonné par l'automobile. Le XXIe est façonné par la tech, en termes de driver commercial. De valeur, pardon. Le point qui est paradoxal, c'est que c'est la capitalisation boursière, donc c'est la valeur qu'accordent les actionnaires à ces entreprises-là, ça n'est pas le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires d'un Google, par exemple, bon, ça bouge tous les ans, tous les jours même, mais c'est de l'ordre de 60 milliards de dollars, c'est à peu près l'équivalent de Renault. Donc un groupe français de bonne taille, mais bon, enfin voilà, on parle plus souvent de Google dans les médias que de Renault. Donc c'est vraiment la valeur perçue de ces boîtes-là, c'est pas le chiffre d'affaires qu'elles génèrent. Est-ce que vous avez des questions à ce stade, après cette longue introduction? C'est clair? Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet et détailler quelques pratiques des géants du web, et on va commencer par la partie technique du taux. Je suis désolé, je fais de la technologie, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de la tech. Donc comment ces entreprises arrivent à faire du plus gros? Avec un paradoxe qui vous est probablement pas familier, mais qui est un paradoxe commun dans toutes les entreprises. C'est-à-dire que globalement, quand on travaille chez AXA, Société Générale, France Télécom, Orange, pardon, il faut dire maintenant, Engie, des boîtes comme ça, globalement, ce qu'elles disent, c'est la tech, c'est pas mon métier. Ce que je veux, c'est des progiciels qui font mon métier, et je vais déployer mon progiciel, et ça va bien se passer. Et paradoxalement, les acteurs de la technologie font exactement le contraire. C'est clair pour tout le monde le concept de progiciel ou pas? Donc un progiciel, je le dis pour ceux qui ont répondu non, un progiciel, c'est un package que vous achetez directement à un éditeur. Donc vous avez deux options quand vous faites de la technologie, soit vous achetez par exemple Word, alors c'est pas un progiciel parce que ça ne gère pas des processus de l'entreprise, mais prenons Word comme exemple, soit vous achetez Word, soit vous développez votre traitement de texte. Et dans les entreprises, ce que disent les entreprises, c'est que ce n'est pas notre métier de développer du logiciel, donc on va plutôt acheter des choses toutes faites qu'on va installer chez nous. Donc SAP, vous avez entendu parler de SAP, qui est le standard pour la gestion des processus de chaîne logistique et de facturation dans les entreprises. Donc les entreprises traditionnelles achètent du SAP, déploient ça chez elles, et puis elles font très peu de développement spécifique, c'est-à-dire elles embauchent très peu de développeurs qui vont écrire du logiciel. Les géants du web font exactement le contraire. Il y a une certaine logique derrière ça qui correspond à un outil qu'on utilise beaucoup en conseil. C'est sans doute le slide que j'ai le plus utilisé dans ma carrière de consultant, donc allez-y, n'hésitez pas à le tromper. Ce qu'on dit en conseil, c'est qu'il y a trois types de processus dans les entreprises. Il y a les processus qui sont communs à toutes les entreprises. Donc, toutes les entreprises ont besoin de faire de la facturation, du recrutement, de la gestion immobilière, des choses comme ça. Ensuite, il y a les processus qui sont propres à mon métier de base. Donc, si je suis dans la banque, il faut forcément que je fasse de la gestion de risques financiers. Il faut forcément que je fasse de l'octroi de crédit. Et puis, il y a les processus qui sont des choses qui expliquent votre pertinence sur le marché. C'est-à-dire que la raison, enfin, une boîte existe parce qu'elle sait faire des choses mieux que d'autres. Sinon, elle est balayée par la concurrence. Et donc, le haut de la pyramide, c'est votre différenciateur, c'est ce qui fait que vous êtes meilleur au moins sur un sujet que les autres. Et ce qu'on dit traditionnellement en informatique, c'est que plus on est vers le bas, plus il faut aller vers l'externalisation du BPO, Business Process Outsourcing. Et globalement, quand vous dites je ne vais plus faire ma compta moi-même,
je vais l'externaliser dans une boîte qui va faire ça, et en général, ce type de processus, c'est fait dans des pays en voie de développement, typiquement les Philippines, l'Inde, Maurice est très utilisé aussi, enfin l'île Maurice est très utilisée pour la langue française. Donc ça, on externalise ça. Les progiciels, donc j'achète les paquets, je les déploie chez moi, mais je n'ai plus la maîtrise de mes processus puisqu'ils sont dans le progiciel, et puis ça, je le développe en spécifique. Donc ça, c'est la logique traditionnelle qui fait que c'est normal d'avoir des choses prêtes à l'emploi qu'on déploie dans l'entreprise. Mais chez les géants du web, il y a une logique qui est assez fondamentalement différente de ça, qui est plutôt de tout faire. Ils achètent très peu de logiciels, ils ont plutôt tendance à écrire beaucoup de code. La première raison, c'est une raison financière. C'est-à-dire que si vous regardez le prix que coûte SAP ou Oracle, Oracle, ça vous dit quelque chose, c'est le leader de la base de données. Donc la base de données, c'est devenu quelque chose d'extrêmement banalisé. Donc il y a plein de concurrents open source. La plupart des entreprises continuent à acheter de l'Oracle parce qu'ils ont l'impression que c'est sécurisé, qu'ils auront du support, qui est souvent un peu de la mythologie. En même temps, si vous êtes un géant du web comme Facebook et que vous mettez vos données dans Oracle, le coût de mettre toutes vos données dans Oracle est absolument rédhibitoire. Donc une des raisons, c'est une question de coût. Une autre raison, c'est un peu plus fondamentale, j'ai envie de dire, parce que la raison de coût, quand vous êtes Google et vous dites je vais mettre toutes mes données sur Oracle, donc je veux que vous me fassiez un bon prix, à la limite, ça peut jouer, quoi. Une autre raison plus fondamentale, c'est qu'un progiciel, c'est un couteau suisse. C'est un progiciel, il est conçu pour gérer tous les besoins de votre entreprise, plus les besoins du concurrent d'à côté qui va utiliser le même progiciel que vous. Donc globalement, c'est une sorte de PGCD, PPCL, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, des besoins de toutes les entreprises du secteur qui vous ressemblent. Mais le problème, c'est que les couteaux suisses, c'est super pour dépanner, mais quand il faut vraiment scier un truc ou couper du saucisson, bah, en fait c'est pourri, quoi. Et il se passe la même chose avec les progiciels. C'est-à-dire que la première chose que vous faites quand vous rentrez dans un progiciel qui a été conçu pour les besoins de tout le monde, le premier test qui est effectué dans le code de ce progiciel, c'est est-ce que je suis dans le cas d'application de l'entreprise machin truc. Donc c'est des boucles conditionnelles pour savoir dans quel cas on est avant de rendre un service qui est propre aux besoins de l'entreprise. Et ça, en fait, ça a un coût en performance. Donc, faire un simple test if conditionnel, franchement, c'est quelques temps de cycle, ça ne coûte rien, mais quand on les multiplie, ça finit par coûter du temps en performance. Or, les tests sont nombreux chez les géants du web pour prouver... En fait, les géants du web sont souvent sur une économie de l'attention. C'est-à-dire que s'il y a un petit retard en performance, ils vont perdre une grande partie de leurs utilisateurs qui vont switcher sur autre chose. Donc, une des raisons, c'est le besoin de la performance. Troisième raison, c'est le fait que quand on passe chez un logiciel, on devient super dépendant de ce qu'on appelle la roadmap de l'éditeur. C'est-à-dire que, par exemple, RGPD, donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette norme, qui a été compliquée pour les entreprises. Donc, il y a une nouvelle loi RGPD qui arrive. Et puis en fait l'éditeur, c'est un éditeur américain, il n'en a rien à faire de RGPD, mais vous êtes en Europe et vous avez besoin de l'implémenter. Et bien si ce n'est pas dans la roadmap de l'éditeur, vous êtes pieds et poings liés, vous n'avez plus d'autonomie sur la façon de faire les choses. Une autre raison fondamentale, c'est que c'est lent de mettre en œuvre un logiciel. Parce que, et les éditeurs sont très forts là-dedans, ce qu'ils font, c'est que un logiciel qui est parfait, ça n'existe pas. Moi, je n'en ai jamais vu, donc ils ont tous leurs défauts. Et le jeu pour les éditeurs, c'est de faire en sorte qu'on détecte les défauts le plus tardivement possible pour pas que ça casse le charme, quoi. Donc, ils vous font tester des trucs qui marchent bien, puis en fait, c'est que 1-2 ans après que vous commencez à vous rendre compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas complètement adaptées à votre cas d'usage. L'autre raison aussi, c'est que négocier des contrats à plusieurs dizaines de millions d'euros avec un éditeur, ça prend du temps. Il faut mettre les services juridiques dans la boucle, il faut négocier, Donc, vous avez un besoin, vous voulez répondre à ce besoin, vous cherchez un logiciel, à peu près 1 an après, vous commencez à faire vos premiers tests en production avec ce logiciel dans le meilleur des cas. Donc, c'est très long à mettre en œuvre. Et puis, dernier argument, c'est
ça va faire le lien avec ce que je vais dire après. Si je me laisse. Le dernier point, c'est que l'architecture des progiciels, enfin comment dire, les progiciels n'ont pas encore fait leur révolution. C'est-à-dire que la façon dont les logiciels sont construits maintenant chez les géants du web est fondamentalement différente de la façon traditionnelle de construire des progiciels. Et donc du coup, ils ont des architectures qui sont en général, ça commence à changer, qui sont en général moins adaptées. Deuxième chose pour grossir plus, une stratégie des géants du web, ça a été ce qu'on appelle la commoditisation. Pendant longtemps en informatique, ce que les entreprises ont cherché à faire, c'est d'avoir les machines les plus puissantes et les plus grosses machines possibles, parce qu'ils avaient besoin de puissance pour gérer leur traitement. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y en a qui ont déjà visité un data center, donc vous n'avez pas ces images-là de grandes armoires. Comment? Dans les films, oui, exactement. Et, à l'origine, une armoire, c'était une seule machine. Et on voulait la machine la plus puissante, parce que ce qu'on voulait essayer de faire, c'est de mettre toutes les données sur une seule machine, parce que, et j'y reviendrai un peu plus tard, distribuer les données est quelque chose d'assez compliqué. Et en fait, les gens du web sont partis d'un autre paradigme. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient tellement de données, Facebook, il a tellement de données, qu'il peut prendre la plus grosse machine de la galaxie, il n'arrivera pas à mettre toutes ces données sur une seule machine. Donc ils ont été obligés de distribuer leurs données sur plusieurs machines. Alors ils se sont posé une question qui était, est-ce que je les mets sur 4, 5, 6 grosses machines, ou est-ce que je distribue ça sur 1 million de machines qui sont plus petites? Et donc ils ont fait tout un tas de calculs et ils sont arrivés à la conclusion que le coût de possession du matériel était infiniment moindre si on distribuait ces données sur 1 million de machines plutôt que si on en prenait 10, 50 grosses. Parce que les grosses, il faut aller voir IBM, c'est des trucs qui sont faits sur mesure, qui sont produits en petite quantité, ça coûte super cher. Là, ils prennent des serveurs que vous pourriez presque avoir chez vous. C'est plus le cas maintenant parce qu'il y a un enjeu de consommation énergétique qui est hyper important dans les data centers. Donc maintenant, c'est des machines qui sont tunées pour de la consommation énergétique. Mais le principe d'avoir des petites machines relativement peu puissantes d'un point de vue unitaire et d'en avoir plein, c'est devenu une stratégie assez clé chez les géants du web. Et en fait, dans le fonctionnement des géants du web, il y a quelque chose de très systémique, c'est-à-dire que toutes les pratiques se renforcent et s'alimentent les unes des autres. Comme ils étaient obligés de distribuer leurs données sur des très grands nombres de machines, alors 1 million, c'est pas du flan, hein, c'est le nombre à peu près de machines qu'on estime chez des gens comme Amazon ou chez Google ou Facebook. Donc, comme ils sont obligés de distribuer leur application sur autant de machines, ils ne pouvaient pas le faire à la main, ce qui était la façon de bosser traditionnellement. Donc ils ont commencé à automatiser complètement ça, donc de faire ce qu'on appelle du déploiement continu. Je peux, avec du code, déployer sur 1 million de machines le même logiciel. Et du coup, si je suis capable de faire ça de façon complètement automatique, je peux ensuite ouvrir cette capacité à d'autres entreprises. Et c'est ce qu'a fait Amazon avec AWS. Le cloud d'Amazon, ça vous dit quelque chose? AWS? Et ben en fait, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert la possibilité d'accéder à leur machine de façon programmatique. Et donc, ils ont transformé cette capacité, cette puissance machine en quelque chose d'accessible. C'est ce que je viens de vous dire. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans ça. Il y a quelque chose d'assez amusant par rapport à ça. Donc, voilà, juste en une seconde, le challenge technologique pour être capable de distribuer de la donnée cohérente entre plusieurs machines, c'est un challenge hyper compliqué. Et c'est un challenge qui a été résolu par Google en premier. C'est-à-dire, en fait, pour avoir de la donnée cohérente, c'est plus facile de l'avoir à un même endroit. Si on la met sur 2 serveurs différents, assurer la cohérence, c'est super compliqué. Et donc, en fait, les géants du web ont été les moteurs de la révolution technologique que l'on vit aujourd'hui, et dont une des conséquences, c'est l'intelligence artificielle. L'innovation, pendant longtemps, elle a été dirigée par les grands groupes et par les éditeurs de logiciels. Depuis quelques temps, ceux qui produisent le maximum d'innovation, c'est des Google, des Facebook, des Airbnb, des Uber, pas trop, mais
Donc on va chercher, quand on fait de l'informatique professionnelle aujourd'hui, on va chercher des choses qui sont développées chez ces gens-là. Et notamment en intelligence artificielle, il y a des technologies qui sont plutôt avancées pour faire des réseaux de neurones qui sont les tensors de chez Google. Et c'est des trucs dont on estime qu'ils sont dépassés depuis 2 ans parce que Google a trouvé autre chose et c'est pour ça qu'il les met en open source. Donc ce qui fixe le rythme technologique aujourd'hui, les technologies que tout le monde utilise, c'est les trucs un peu périmés que les géants du web mettent à disposition de tout le monde. Donc c'est assez interpellant comme situation. Plus vite, on va aborder des aspects. Vous avez des questions sur tout ce que j'ai décrit auparavant? Oui. Je me demandais, les géants du web, donc vous avez expliqué qu'ils avaient tendance à tout faire eux-mêmes parce qu'effectivement, c'est plus adapté et ça prend moins de temps. Mais ils ont déjà cette compétence technique, en fait, ils ont déjà les équipes qui sont capables de faire ce genre de choses. Est-ce que vous recommanderiez à une société dont ce n'est pas le métier actuellement de se staffer pour être capable de faire tout ça Oui, tout à fait. Ouais, c'est une question très pertinente et effectivement, et quand je dis ça, je détruis mon métier parce que nous on vend de la prestation informatique. Mais le sujet du digital est tellement important que si on n'a pas au sein de l'entreprise des gens qui comprennent intimement les technologies, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en fait. On peut pas décoder le marché, on ne peut pas prendre des bonnes décisions. Donc ouais, je pense que c'est quelque chose de plus en plus... et qui pose la question du métier du conseil aussi, parce que les acteurs comme Blablacar, Dailymotion, ces boîtes-là, enfin, en tout cas sur le marché français, achètent très peu de conseils technologiques. En fait. Ils ont une culture de faire eux-mêmes. Criteo, par exemple, on a bossé un petit peu pour Criteo, c'est hyper énervant parce qu'ils nous achètent 20 jours de conseils, puis ils n'ont tout compris, ils font eux-mêmes. Il y a juste un petit souci, c'est effectivement les gens qui sont compétents pour faire ce genre de choses, ils ont tendance à être recrutés par ces plus gros acteurs, et du coup ils ne sont pas attirés du tout pour aller travailler dans une boîte qui globalement n'y comprend rien, et du coup les rémunèrent pas à leur juste valeur. Ouais, c'est tout à fait juste, c'est le challenge qu'ont toutes les entreprises aujourd'hui, enfin toutes les entreprises, j'ai envie de dire, traditionnelles aujourd'hui. De toute façon, le marché de la compétence en digital en Europe, enfin, la Commission européenne estime que d'ici 2020, il va nous manquer 600 000 profils formés au digital. 600 000 profils formés au digital. Donc ça veut dire qu'il y a une guerre des talents qui est absolument incroyable sur ce marché, et aujourd'hui, Total est quand même vachement moins attractif pour un jeune diplômé en informatique, enfin en informatique c'est pas le sujet, mais qui a envie de faire des technos digitales, c'est quand même vachement moins attirant que Blablacar, Criteo ou des entreprises comme ça. Donc il y a un souci d'attractivité pour ces grands groupes qui est absolument crucial et enfin grave en fait. Et je pense que ça fait partie des enjeux stratégiques qu'on va affronter d'ici quelques années. Vous faites du conseil sur cette partie-là? Comment? Vous faites du conseil un peu sur cette partie-là? On fait un truc un peu bizarre qui s'appelle des schools. Donc c'est des formations où on recrute la moitié de l'équipe et le client recrute l'autre moitié de l'équipe et on les fait bosser ensemble sur un projet où on assure la formation de ces profils. Donc, et puis comme Octo est une boîte qui commence à être assez connue sur le secteur, on arrive à recruter des gens, on leur donne le tampon formation Octo, donc ça attire, on arrive à faire. Donc on fait profiter à nos clients de notre image sur le marché du digital, qui puisse un peu plus facilement recruter, et on les forme. D'autres questions? Je continue alors. Donc plus vite, comment ces acteurs-là arrivent à aller plus vite? Un premier principe, c'est fight fast. Donc il y a une culture de l'erreur chez les acteurs du web qui est une culture assez profonde et qui est difficile de manifester parce que la façon dont on autorise dans une organisation le droit à l'erreur ou pas est quelque chose d'assez subtil, assez ténu et qui se mesure à des gestes de management élémentaires. Mais en tout cas, ça part d'un principe chez les acteurs du web qui est que l'innovation, c'est de prendre des risques. Et quand on prend des risques, ça veut dire qu'on risque de se tromper. Je ne sais pas si vous avez des cours sur ce sujet, sur le droit à l'erreur. C'est quelque chose que vous abordez ou pas?
Un petit peu? Ok. Je ne sais pas si vous connaissez, bonsoir, je sais pas si vous connaissez cette phrase de Thomas Edison, donc c'est pas récent, qui disait je ne me suis pas trompé 10 000 fois, j'ai trouvé 10 000 façons d'apprendre à faire marcher ce que je voulais faire marcher. C'est pas tout à fait ça la citation, mais c'est l'esprit. Ce que l'on sait par les neurosciences, hein, c'est qu'on apprend plus facilement de ses échecs que de ses succès. Et il y a une explication évolutionniste à ça, c'est-à-dire que l'homme primitif, quand il est dans la savane et qu'il y a un lion qui lui court après, il vaut mieux qu'il se trompe, hein, il vaut mieux que s'il fait une erreur, elle ne la repasse pas une deuxième fois, parce que sinon la deuxième fois il se fait bouffer, quoi. Et donc du coup, quand on rate quelque chose, on remet plus en jeu son champ de compétences et on va apprendre plus vite que quand on réussit. Et chez les géants du web, il y a pas mal de citations de dirigeants qui illustrent ça. Donc une des plus belles, c'est celle-là. C'est donc Eric Schmidt, c'est l'ancien CEO de Google, qui disait nous essayons des choses et nous célébrons les échecs. C'est une compagnie où il est tout à fait OK d'essayer quelque chose qui soit vraiment difficile, de le rater et d'en tirer des leçons. D'autres citations, alors ça c'était quelque chose qui était écrit sur à peu près tous les murs de Facebook, ils ont fini par l'enlever parce que ça leur jouait des tours, mais Facebook, move fast and break things. Netflix, un de leurs motos c'est fail fast, learn fast, get result. Excusez mon accent. Et puis Marissa Meyer de Yahoo et l'ancienne Google qui disait l'échec et la vitesse sont complètement liés. L'échec est complètement OK, à condition d'apprendre. Et le droit à l'erreur, c'est pas une excuse à la médiocrité, en fait. Et souvent, dans la culture française, on mélange un peu ces trucs-là, c'est-à-dire on associe un petit peu les deux en disant si la personne s'est trompée, c'est qu'elle est médiocre, et donc, non. En fait, l'enjeu, c'est prendre des risques, faire des choses qui sont difficiles, en tirer des leçons, mais si on fait 3 fois la même erreur dans les mêmes situations, ben, en fait, on est dehors parce que l'entreprise a besoin de performance. Mais on ne peut pas innover sans le droit à l'erreur, c'est impossible. Et le gros problème des groupes français, est beaucoup lié à ça, parce qu'on a un système éducatif en France qui ne favorise absolument pas ça. Donc il y a tout un tas de recherches sur... les neurosciences nous permettent notamment de pas mal faire progresser notre système éducatif, mais on n'en a pas encore là, en fait. L'échec dans le système éducatif français est stigmatisé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir une maman aux États-Unis avec ses enfants versus une maman en France avec ses gamins. Je ne sais pas si vous avez déjà noté la différence. Chaque fois que le petit fait un truc, la mère lui fait « Ah super, c'est fantastique, c'est trop beau ce que tu as fait ». À l'école, on a monté une filiale en Australie, le patron de la filiale australienne nous a envoyé un mail l'autre fois en expliquant les feedbacks qui se faisaient à l'école au plus jeune âge. Et donc, quand quelqu'un fait une présentation devant toute la classe, les enfants remplissent un papier, et ça s'appelle Free Star and a Wish. Donc, vous devez dire 3 raisons pour lesquelles vous avez trouvé la prestation super. Et la piste d'amélioration, c'est un vœu, c'est pas t'as été nul en faisant ça, c'est j'aimerais que la prochaine fois tu fasses ça. Je trouve qu'en termes d'éducation, c'est assez exemplaire. Et sincèrement, on n'en est pas encore tout à fait là en France. Voilà. Et je pense aussi qu'il faut que ça évolue. J'ai l'impression que ça change un petit peu. Mais si on a peur de l'échec, on n'apprend rien. Et du coup, dans cette logique-là, et c'est là où on retrouve un aspect systémique des géants du web, une des raisons qui permet de se planter, c'est de faire des choses sur lesquelles les erreurs auront un impact limité. Si vous lancez un porte-avions et puis que le porte-avions, dès que vous le mettez dans l'eau, il coule, c'est un échec inacceptable. Donc il y a toute une réflexion qui consiste à comment faire en sorte de découper les choses à des tailles suffisamment petites pour que l'échec soit acceptable. Donc je vais vous introduire la notion de minimum viable product qui s'est pas mal démocratisée, donc je pense que vous en avez tous entendu parler. Oui. Ok. Donc ça ne sert à rien que je le définisse. Est-ce que quelqu'un se lancerait à donner une définition de minimum viable product? Ouais. On va peut-être bien avoir le main. En fait, c'est une sorte de prototype. Enfin, en fait, c'est mettre le minimum de fonctionnalités possible sur un produit ou un service
qui permettent de vérifier si ce produit ou ce service a de la valeur Ouais. aux yeux des clients. Très bonne définition, c'est exactement ça. Après, il y a eu plein de variantes, il y a eu plein de déclinaisons, il y a eu une littérature très abondante sur le sujet, donc est-ce que c'est un minimum marketable product, est-ce que c'est un minimum désirable product. La définition du gars qui a un peu lancé le mouvement Lean Startup dans le monde, c'est celle-là, donc c'est la version d'un nouveau produit qui permet à l'équipe de collecter le plus d'hypothèses validées avec le minimum d'efforts. Du coup, je passe ou ça vaut le coup que je vous l'illustre en fait? Une illustration, ok. Donc c'est un projet sur lequel on a bossé, qui est un petit peu ancien, mais qui je trouve, décrit bien ça. Donc Choose Your Boss, c'est un site de recrutement pour lequel on a travaillé sur le concept initial et le développement des premières versions. Et vous connaissez super bien les job boards. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de poster votre CV sur un job board ou des choses comme ça. En général, quand vous postez votre CV, à peu près dans l'heure qui suit, vous avez une vingtaine d'importants qui vous appellent pour entrer en contact avec vous. Surtout si vous faites du digital ou de l'IT, en fait c'est le cas. Je suis allé voir mes équipes il n'y a pas très longtemps, je leur ai demandé combien de sollicitations ils recevaient sur LinkedIn. Ils n'ont même pas dit qu'ils étaient à recruter, ils ne sont pas allés poster leur CV sur un job board. Sur LinkedIn, ils reçoivent entre 5 et 10 propositions d'emploi par semaine. Voilà. Donc quand vous mettez votre CV sur un job board, là ça explose immédiatement. Et donc le principe de Choose Your Boss, c'était de limiter cette nuisance-là. Plutôt que de faire que les candidats soient harcelés au téléphone dès qu'ils postaient leur CV, c'était de faire une sorte de Tinder du recrutement, avec un truc où je définis les critères, enfin c'était pas du switch comme ça, mais c'était je définis les critères des boîtes avec qui je veux bien être mis en relation, et même chose, la boîte définit les critères des candidats qui l'intéressent. Donc ça, c'était la première hypothèse business forte, c'est-à-dire que ça allait plaire aux candidats. Et la deuxième hypothèse forte, c'était, alors ça a quelques années déjà, donc les hypothèses ont vieilli, mais c'était tout le monde a son CV sur LinkedIn ou Viadeo, et donc on peut enlever un autre pain point du process de candidature, qui est je ne refais pas mon CV en ligne sur cet outil, j'importe le CV de LinkedIn. Donc c'était les deux hypothèses business performantes. Et donc du coup, ce que je vous montre là, c'est la première version du site qui était du carton-pâte absolu. Donc ça prend à peu près 2 jours à développer, 2 jours après c'est en prod, et quand vous cliquez sur les boutons, il ne se passe rien. C'est-à-dire que vous cliquez, vous avez un truc qui est merci de votre intérêt, dès que le produit sera prêt, on reprendra contact avec vous. C'est une stratégie qui est un petit peu compliquée parce que ça veut dire que vous risquez de vous griller une partie de votre marché. Mais vous allez voir, c'est quelque chose, c'est malgré tout une stratégie qui permet de collecter beaucoup d'informations en peu de temps. Donc première hypothèse, il y a un marché pour ce type. Alors le Lean Startup, et le MVP c'est issu du Lean Startup, part d'un principe que tout doit être mesuré. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, vous avez émis une hypothèse sur ce qui va arriver. Sinon vous n'êtes pas pro. Et c'est la partie Lean du Lean Startup. Ce que dit le Lean, je fais une hypothèse, je vais vendre 10 000 voitures d'ici 3 mois. Si j'en ai vendu 20 000, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que je ne maîtrise pas mon système. Donc, ce qu'on cherche, c'est à comprendre intrinsèquement le système pour faire les meilleures prédictions possibles. Et si je fais des prédictions qui sont super positives, enfin si ce qui se passe est super positif par rapport à mes prédictions, c'est pas bien parce que ça veut dire que j'ai pas compris mon système. Donc l'idée c'était on envoie une campagne de mail et puis on regarde le tunnel de transformation de ces mails pour voir les gens qui vont cliquer sur les boutons et essayer de s'inscrire. Et donc on avait prévu d'envoyer 10 000 mails, on a envoyé 4 000, et puis au final on a eu 35% de gens qui ont cliqué sur les boutons LinkedIn à Viadeo alors qu'on en attendait 20%. Donc par rapport à cette hypothèse-là, le concept business du fait que ce concept-là de site intéresse les candidats était à peu près validé. L'autre truc, et ça c'est aussi intéressant, c'est les gens vont bien utiliser LinkedIn ou Viadeo pour s'enregistrer.
on avait un petit truc en dessous qui était, il y avait ça, je n'ai aucun dossier de réseau. Et après, quand on cliquait sur ça, on demandait, mais c'est parce que vous ne faites pas confiance au site ou c'est parce que vous n'avez vraiment pas de réseau professionnel? Et les réponses qu'on a eues, c'est du déclaratif, hein, donc c'est un peu biaisé, mais quand même ça vous donne l'idée. 42% qui disent, qui cliquent sur LinkedIn, 41% c'est sur Viadeo, c'est là qu'on voit que c'est un peu vieilli. Et 17% qui disent, non, je n'ai vraiment pas de réseau social. Donc en fait, ça donne beaucoup d'informations en peu de temps parce que la conviction qu'on avait, c'était qu'on pouvait tout miser sur LinkedIn et qu'on pouvait lier Viadeo. Bah, quand vous avez ces chiffres-là, non, vous ne pouvez pas vous passer de 40% de la population. En revanche, ce truc-là, ça donne les arguments pour discuter sur le fait que peut-être que ça ne vaut pas le coup d'aller chercher ces 17 personnes et d'aller développer toute une fonctionnalité de CV en ligne juste pour aller chercher ces 17% de personnes. Autre hypothèse, bon, je l'ai déjà introduit, celle-là. Dernière hypothèse qui est une hypothèse hyper technique, c'est les technologies de navigateur, c'est hyper painful quand on fait du développement logiciel. C'est un peu comme les OS de téléphone portable. Quand il faut maintenir une version Android d'une version iPhone, c'est la croix et la bannière, ça coûte un pognon monstrueux, et c'est la même chose pour les navigateurs. Et donc, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que les gens utilisent des versions modernes de navigateurs ou pas. Et à l'époque, on s'était rendu compte qu'il y avait encore des gens qui utilisaient des versions complètement dépassées d'Internet Explorer, puisque IE8 c'était à peu près 16%, donc un huitième de la population des gens qui se connectaient utilisaient des versions antidéluviennes de navigateurs. Mais là, vous avez toutes les billes pour prendre toutes vos décisions business. Et ça, encore une fois, c'est 10 jours de travail pour obtenir ces infos-là. Et là, vous pouvez commencer à argumenter auprès d'un board et prendre des décisions complètement éclairées en disant, ben voilà, est-ce qu'on fait l'impasse là-dessus? Est-ce qu'on investit les 100 jours hommes qu'il faut pour faire ce développement-là? Et c'est très très riche, et c'est vraiment ça l'esprit du MVP. Et quand on pousse la logique jusqu'au bout, le MVP, ça donne ça, donc c'est le cas le plus caricatural de l'histoire de Kickstarter. Tout le monde connaît Kickstarter. Ouais. Donc, avec une vidéo, un pitch, donc rien, autant dire, on arrive à trouver un financement de plus de 2 millions de dollars pour construire un produit qui n'existe pas, et on se fait racheter 2 milliards de dollars par Facebook avant d'avoir sorti le produit. Donc, ce truc-là, c'est juste une vidéo, un slide tourné dans un garage qui permet de mesurer l'appétence du public pour ce qu'on est en train de développer. Donc c'est un coup de maître. Et Kickstarter, on a pas mal des comme ça. Après là, on est vraiment au niveau de la caricature. Autre sujet sur aller plus vite, est-ce que vous connaissez le concept de test A/B testing ou voire test multivarié? Tout le monde connaît? Non. Bon, je suis désolé, hein, je vais être obligé de le faire. Donc on va jouer un petit jeu. Là aussi c'est un peu vieux, je suis désolé, mais il faudrait que je rafraîchisse mes exemples, mais il est hyper parlant celui-là, donc c'est quand même utile. Vous connaissez Obama quand même? Non. Donc, première campagne d'Obama en 2008, donc on considère, et c'est vrai aussi pour Trump, la bataille des élections américaines sur les 3 dernières élections s'est jouée avec la technologie. Et on considère qu'Obama a gagné sa première élection présidentielle par sa maîtrise des technologies et des principes de ciblage. Et Trump a été plus fort que la dernière fois. Là, vous avez 3 éléments qu'on a fait varier. Donc, un visuel. Non, pardon, il n'y en a que 2. Un visuel et un bouton. Ouais, c'est ça. Oui. Un visuel et un bouton. Et donc, les gens du marketing ont fait différentes variantes du visuel et différentes variantes du bouton, et on a testé ça on a mis ça en prod et on a testé ça auprès des gens qui se connectaient au site web. Donc là, vous avez la deuxième version. Donc vous votez pour laquelle, là, avec vos mains? Quelle est celle qui a le mieux marché? Pardon. La première. Alors, qui pense que c'est celle-là?
pense que c'est celle-là? Ah, intéressant. C'est la première qui a le mieux marché. Et d'habitude, quand je fais le test, ça tombe juste, donc c'est amusant. Mais après, c'était il y a 10 ans, donc les habitudes ont peut-être changé. Un écart de 40% en taux de transformation. C'est-à-dire qu'il y en a une qui transforme à peu près à 8% et l'autre à 11%. Donc ça a l'air de rien, mais ça fait quand même 40% d'écart. 40% d'écart, et on estime que ça a permis à Obama de lever à peu près 60 millions de dollars supplémentaires que s'il avait utilisé l'autre version. Ce qui est amusant, c'est que les gens qui ont conçu ça, c'est des gens du marketing, évidemment, qui ont dit ouais, ça donne une image avec la famille, c'est cool, ça fera vendre, tout ça. Et leur préconisation, c'était, il y avait 3 variantes, celle que je vous ai montrée, celle-là, et une vidéo. Et la préconisation des gens du marketing, c'était de la vidéo. Donc, eux, leur intuition, c'était de dire, si on met une vidéo, c'est ça qui va faire un tabac. Paradoxe, c'est la version qui a le plus mal marché. Et c'est la révolution dans laquelle on est aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que le marketing a besoin, on a besoin de gens qui font du marketing, c'est une évidence, parce qu'il faut construire l'intention. Mais il ne faut plus compter sur leur feeling pour savoir ce qui va marcher ou pas marcher. Et ça, c'est vraiment une rupture assez fondamentale, parce qu'en plus, on peut le tester en live avec les outils qu'on a. Danone, faire des tests utilisateurs pour Danone, où on va manger des yaourts et savoir quel est le meilleur, ça se fait depuis la nuit des temps. Sauf que ça a 2 effets quand on fait venir des gens pour manger des yaourts. Il y a des biais de situation, c'est-à-dire que quand vous mettez des gens dans un labo, ils ne se comportent pas de la même façon que quand ils sont dans leur cuisine. Et l'autre problème, c'est que ça coûte cher, c'est-à-dire que vous faites venir physiquement des gens, vous leur donnez 100 €, et puis vous êtes obligé de faire de l'échantillonnage, c'est-à-dire de trouver des populations qui sont représentatives d'un point de vue statistique. Là, avec le web, ça coûte que dalle, c'est-à-dire tester ces 2 versions, c'est hyper facile, et vous pouvez le faire sur des tailles de population où on n'a plus besoin de se prendre la tête avec les biais statistiques. Ça, c'est quelque chose d'assez fort, hein. C'est-à-dire il y a une différence entre les gens qui font du machine learning et de la data science et les statisticiens. L'obsession des statisticiens, c'est de s'assurer que les outils qu'ils utilisent s'appliquent parce qu'ils sont habitués à travailler avec des échantillons réduits. Ils ont accès à peu de données, donc ils ont besoin de vérifier que ces données respectent tout un tas de théorèmes, notamment liés à la loi normale, qui font qu'ils vont pouvoir tirer des conclusions à partir de ces données. Les gens qui font de la data science, ils ont tellement de données qu'ils n'ont plus rien à faire de ça. Donc ils ne s'embêtent pas avec des trucs super compliqués, d'échantillonnage, des trucs comme ça. C'est un peu caricatural, mais vous l'avez su. Donc, c'est une transformation assez profonde. Et vous connaissez l'acronyme VUCA. VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. C'est le monde dans lequel on évolue. C'est-à-dire c'est un monde incertain, hyper volatile, où on est sûr de rien. Et donc, ça illustre le monde du VUCA. C'est-à-dire que, en fait, la seule chose, c'est un peu Jon Snow, quoi. Le seul truc que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien, quoi. You know nothing. Voilà. Et donc, même les gens du marketing ne savent pas ce qu'il faut faire fondamentalement. Il me reste 6 minutes, c'est ça? Ok, ben on va aller. Allez, on va faire un petit jeu concours, et puis du coup, il y a un bouquin à gagner. Donc, bravo! C'est qui? Non, ça, c'est pas primé. Hein. Pardon. Jeff Bezos. Ah, C'est pas pourquoi, parce que c'est une femme. Non, c'est pas du tout. Terraria, c'est ça meilleur. Enfin quoi Marc Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Je sais pas, j'ai cru que tu avais trouvé le bon truc. Alors, je vais vous donner un indice. C'est le PDG de la plus grosse boîte du monde. De Walmart. Yes. Ah, c'est un Walton. C'est marrant, c'est très rare que les gens trouvent. Bah non, mais j'étais sûre que c'était justement pas comme les autres. Ouais. C'est pour ça qu'on ne connaissait pas. Tu connaîtrais son nom par exemple? Ah non, aucune Ok, idée. il s'appelle Macmillan.
Donc c'est Walmart. Walmart, le chiffre d'affaires de Walmart, c'est que vous prenez tous les géants du web réunis et ça fait à peu près, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ça fait à peu près le chiffre d'affaires de Walmart. Donc c'est une boîte absolument énorme. C'est un peu moins que ça, mais c'est une boîte qui est absolument énorme. Ce gars-là, c'est un parfait inconnu. Mais, ah oui, donc c'est pas du tout, il fait pas partie de la famille, pourtant ils sont bien au contrôle. Ça, je sais pas. Ok. J'aurais pu faire le test avec le PDG de l'entreprise qui nous a racheté, vous savez qui c'est un Français. Hein. Qui a racheté Qui a racheté au gros Accenture, le PDG d'Accenture. C'est un Français. Génial. Non. Un Français, il appelle. Ouais, c'est dur, hein, parce qu'on a quand même un gars qui est président d'une boîte qui fait 450 000 personnes, qui est français, qui est un parfait inconnu en France. Je trouve ça dingue en fait. Il s'appelle Pierre Lanterne, donc justice lui sera rendue, Pierre Lanterne. Mais c'est pas la plus grosse boîte du monde, la plus grosse boîte du monde, c'est ça. Le paradoxe, c'est que toutes les personnes que je vous ai montrées avant, vous les connaissez quasiment tous. C'est-à-dire que c'est des rockstars. Les rockstars du moment, c'est les entrepreneurs de l'IT. Vous savez quelles caractéristiques ils ont tous, à part d'être plutôt des hommes, à part Marissa Vega, ils ont tous commencé par faire du développement logiciel. Le modèle de réussite aux États-Unis, c'est ça. Je suis un codeur de génie, j'ai une idée géniale, je la développe et j'arrive à faire marcher le truc. Et ça, c'est une différence assez fondamentale avec la France encore aujourd'hui, où, et vous l'avez vu, le paysage capitalistique aux États-Unis a beaucoup changé, il a assez peu changé en France. Il n'y a pas d'acteur dans le CAC 40, d'acteurs technologiques qui a fait... qui a eu un effet fusée où ils sont rentrés dans les 10 premières places en moins de 10 ans. C'est pas arrivé. Le capitalisme français est beaucoup plus gardé, enfin je sais pas pourquoi, mais il est beaucoup moins dynamique qu'en France. Mais les rôles modèles aujourd'hui, c'est des gens qui ont commencé par faire du code. Et le code est devenu dans notre société du digital probablement un des actifs les plus importants à maîtriser. Ça ne veut pas dire, enfin, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que ce soir vous mettiez tous à coder et à apprendre à devenir tous des développeurs. Ceci dit, je pense qu'avoir un minimum de vernis sur les sujets du développement, c'est comme parler anglais aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que ça veut dire le développement logiciel, je pense sincèrement que vous allez passer à côté d'un truc. Ça ne veut pas dire que vous allez en faire votre carrière. Hein, et chez Octo, on fait un truc qui est sensibilisation au code pour des DRH ou des directions générales, et on fait un tabac avec ça. Les gens kiffent. En 2 jours, on leur apprend à bricoler 2-3 trucs en développement, et ils adorent ça. Vous les formez sur quel outil? Scratch, Scratch, c'est un truc habituel. C'est vraiment pour... Et on arrive au bout, donc de quoi vous avez envie que je vous parle? Du livre. L'intelligence artificielle. Okay. Alors je vais vous parler un peu du big data et de la data science. En fait, il y a un paradoxe aujourd'hui. Donc, le big data, c'est un peu le terme à la mode qui est en train d'être remplacé par intelligence artificielle. Ce qui est assez bizarre, c'est que c'est ni du big ni de la data. Parce qu'en fait, le sujet, c'est plutôt les algorithmes. Et puis, c'est pas du big dans le sens où les données qui ont permis, par exemple, à Obama de gagner sa campagne, on dit que c'était une des premières réussites du big data. Ça tient sur un truc que vous n'avez jamais vu de votre vie probablement, à savoir une disquette. Une disquette. Vous voyez ce que c'est une disquette? C'est des trucs qu'on mettait dans les ordinateurs il y a 20 ans. Donc ça tient, les données qui ont été manipulées par l'équipe d'Obama pour gagner la campagne, ça tient sur une disquette. Des endroits où on a besoin de big data, donc sachant que la définition du big data, c'est la donnée qui ne tient pas sur un seul PC, sur une seule machine, ces cas-là sont relativement rares. Il y en a dans tout ce qui est analyse, enfin dans les analyses médicales, dès qu'on utilise des données liées au génome ou des choses comme ça, là, la volumétrie de données explose. En revanche, les situations où on a besoin de manipuler des corpus de données de plusieurs centaines de milliards de données, c'est assez rare. Sachant que n'importe quel PC maintenant réalise des miracles. Hein. C'est-à-dire, en fait, avec
un Mac est connecté à Amazon, vous avez plus de puissance qu'un grand groupe français. C'est-à-dire un grand groupe français, il faut qu'il demande une autorisation, il faut avoir l'autorisation pour acheter le service sur Amazon, il faut commander la machine, machin. Donc vous pouvez faire plus de choses dans un web café avec votre machine et Amazon que la plupart des employés des entreprises. C'est un truc qui a beaucoup changé ces dernières années, mais c'est... Voilà. Et donc Facebook, voilà ce qu'ils détiennent sur vous. Donc ça fait une belle liste. Je vous en sors juste 2-3. Donc ils sont capables de savoir si vous êtes conservatif et libéral. Ils savent si vous êtes des early ou des late adopteurs des technologies. Ils savent si vous faites plus d'achats que les gens de votre voisinage. Ils connaissent vos orientations sexuelles. Ils connaissent à peu près tout de vous. Et il y a quelque chose qui est assez amusant. Je ne sais pas si vous connaissez cette stat. À partir de 150 likes sur Facebook, Facebook est plus capable de prédire votre comportement que de votre significant other. Donc il vous connaît mieux que votre compagnon ou que votre compagne à partir de 150 clics. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que c'est la puissance de la donnée. Ce gars-là, qui ressemble un peu à un nain de jardin, mais qui mérite le respect malgré tout, c'est le fondateur de Wired. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un canard très connu aux États-Unis qui parle de la technologie. Et en fait, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Inevitable, qui est une lecture très recommandable, donc si vous avez envie d'explorer ce sujet, allez-y. Et ce qu'il dit, c'est que les business models du futur, c'est on prend n'importe quoi, on ajoute de l'intelligence artificielle, et on est capable de discuter un domaine technologique. Et on a une conférence qui est pas mal, qui s'appelle Luzi, on a toutes les vidéos en ligne, je pense que la sienne n'est pas en ligne, il n'a pas donné l'autorisation, mais à l'occasion de cette conférence, c'était il y a 2 ans, et il disait l'IA a commencé en 2017. Enfin, c'était l'édition de l'an dernier. Donc, l'année zéro de l'intelligence artificielle, c'était 2017. Il y a plusieurs intervenants qui ont dit ça à cette époque, c'est-à-dire que à partir de maintenant, l'intelligence artificielle va transformer toutes les choses que l'on fait dans notre société, comme Internet a changé radicalement tout ce que l'on fait dans notre société. Un des leviers de l'intelligence artificielle, c'est la fameuse loi de Moore. Et la loi de Moore, c'est une loi qui est trop compliquée pour qu'on puisse l'appréhender à l'esprit humain. Je vais essayer de vous en donner une illustration. Donc ça, c'est sur un post-blog qui parle des intelligences artificielles. Donc ce que vous avez là, c'est la puissance des effets composés. Donc c'est l'augmentation de la puissance machine que l'on peut estimer grâce à la loi de Moore. Et on estime que d'ici 5 à 10 ans, on aura trouvé des machines qui sont capables d'avoir la puissance computationnelle du cerveau. Ça ne veut pas dire qu'on aura décodé le mode de fonctionnement du cerveau, mais on aura une puissance de calcul brute probablement équivalente à celle du cerveau. Et donc on pourra... la définition est moche, mais c'est assez facile. Donc on pourra faire plein de choses par rapport à ça. Et en fait, les géants du web ont été les premiers qui ont compris que la digitalisation de nos vies mettait à disposition une quantité infinie d'informations. Et en intelligence artificielle, celui qui a plus de données battra toujours celui qui a de bons algorithmes. Donc, au final, l'important, c'est d'avoir beaucoup de données. Et je ne parle pas aujourd'hui des géants du web chinois qui existent. Et les Chinois ont un avantage encore plus considérable sur tout le reste de la planète, c'est qu'ils ont 1 milliard de personnes avec lesquelles entraîner leurs algorithmes. Voilà, donc il y a un enjeu assez fort autour de l'intelligence artificielle. Et encore une fois, les entreprises traditionnelles françaises n'ont pas encore complètement compris tous les enjeux qui jouent avec ça. Pour finir, les géants du web ont une formule pour le succès. Le succès, c'est... Oui. En fait, sur les données qu'a Facebook et ce qu'il en fait, j'avais vu qu'un seul cas d'un collègue qui avait téléchargé ces données parce que du coup avec la réglementation maintenant c'est pas possible.
possible et on était capable de voir dans quelle catégorie Facebook l'avait rangé. Donc effectivement, il y avait des trucs qui étaient assez ressemblants. Il y avait le dessin, il y avait je crois les sujets d'égalité sociale, ce genre de choses. Et après, il avait casé dans un truc, il a mis les pingouins. Et il ne savait pas pourquoi, il n'avait jamais eu de rapport particulier avec les pingouins. Mais, et du coup, il y avait ça et les pingouins. Et c'était assez absurde et je me demandais si au final, lui, il se disait, je sais pas du tout pourquoi il m'a mis là-dedans, est-ce que c'est parce que globalement il se trouvait que je ressemblais à des gens qui aimaient les pingouins, ou est-ce que c'était vraiment alors, il peut y avoir, de la part de... quand on fait de l'intelligence artificielle, on parle de faux négatifs et de faux positifs, c'est-à-dire on se trompe toujours dans la précision de ce qu'on fait. Donc il y a la notion de score rock, relevance, underscore, un truc comme ça, bon, peu importe. Et il y a toujours une marge d'erreur, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à 100%. Là, c'est peut-être lié à la marge d'erreur, c'est peut-être lié à quelqu'un qui a utilisé son compte, son petit frère qui a utilisé son compte un jour où il n'était pas là. C'est peut-être parce que, en fait, effectivement, il ressemble à des gens qui adorent les pingouins. Et ça peut être aussi parce que, en fait, l'algorithme a détecté des choses qui font que si on lui vend une vidéo de pingouin, il va cliquer dessus. Peut-être qu'il a fait un truc dans son passé qu'il a oublié, qui fait que l'algorithme est allé vers ça. C'est difficile à dire, hein, mais c'est sûr qu'il y a une marge d'erreur, mais plus on a de données, plus cette marge d'erreur a tendance à diminuer. Donc la recette du succès pour les géants du web, c'est celle-ci, c'est le talent. Donc, ils s'investissent beaucoup sur la qualité des gens qui recrutent, plus la culture. Donc ils font un vrai effort culturel. Je n'ai pas eu le temps d'insister à fond là-dessus, mais ils ont des pratiques culturelles assez fortes. L'extreme customer focus. Donc on oriente tout ce qu'on fait sur les pain points du client et sur les situations d'usage du client, multiplié par discipline execution, c'est-à-dire que, moi je suis toujours fasciné par Amazon. Amazon est en train de tuer tous les business de distribution, pas parce que c'est des champions de la tech ou quoi que ce soit, c'est parce que pour moi c'est la seule boîte, quand j'ai un problème avec, je ressors de mon problème plus satisfait qu'avant. La plupart des boîtes, chaque fois que j'ai un problème, j'ai envie de me barrer, notamment avec les banques. Avec Amazon, chaque fois que j'ai un problème avec Amazon, la façon dont ils règlent le problème renforce la qualité de la relation que j'ai avec Amazon. Je ne sais pas si vous avez ce même... pas du tout. Si, complètement. D'accord. Donc ça n'a pas l'air d'être partagé. Tu veux témoigner ou... Non. Non. En tout cas, c'est une... Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire les mémos de Jeff Bezos qui fait tous les ans à l'occasion de la publication de ses résultats annuels. Je vous invite à les lire. C'est une source d'inspiration absolument fantastique. Et pour le coup, je connais des gens qui bossent chez Amazon et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Du coup, du point de vue client, effectivement, il y a une énorme satisfaction. Du point de vue salarié, on a l'air d'avoir moins... Alors, il y a deux vitesses dans les salariés. Je pense que si on fait de la tech, c'est un endroit fantastique pour bosser. Si on est dans un entrepôt, c'est l'enfer. Donc, alors pour le coup, ça m'arrive de faire des conférences sur la face obscure des géants du web. Il y en a plein. C'est pas mon sujet aujourd'hui. Je ne juge pas dans cette présentation le côté éthique des géants du web. Et ils ne sont pas tous éthiques, Vincent. Et ça, du coup, la face obscure, on est d'accord, effectivement, peut-être dans un autre groupe, la logique, ça va être horrible. Mais comment ça se fait qu'il a été élu plusieurs années de suite pire patron de l'année, alors peut-être par des magazines un peu qui aiment avoir des gros titres, mais il a quand même... on va dire que c'est peut-être une autre part de la face obscure extrême, mais il a été élu, on va dire, pire patron de l'année. Bon, peut-être que c'est uniquement... En fait, pour le coup, Amazon, c'est une boîte qui est assez grosse, puisqu'il y a 140 000 employés dans le monde. Ça fait du monde. Et je pense qu'il y a les 2/3 des gens qui sont en entrepôt, quoi. Et on compte le nombre de pas. Enfin, tout est mesuré dans cette boîte-là, quoi. Donc on compte le nombre de gestes qu'ils font, le temps qu'ils mettent pour aller faire pipi. Donc je pense qu'effectivement, bosser dans un entrepôt, ça ne doit pas être top, quoi. Justement, on parle de l'effet Amazon en ce moment sur la force qu'ils ont, ils sont sur un marché, ils sont lancés sur l'assurance juste en interne, avec Goldman Sachs, et que ça a fait de 30 milliards à peu près le marché des assureurs, parce qu'on a peur qu'Amazon se lance sur un nouveau marché, mais qu'on sait qu'ils sont excellents. Quel avenir du coup vous voyez pour Amazon? Est-ce que ça va devenir l'énorme oligopole présent sur à peu près tous les marchés et capable d'éclater n'importe quoi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément grave?
En fait, moi, il y a quelque chose qui me fascine, c'est-à-dire, depuis quelques années, quand je bosse avec un de mes clients, quel que soit le secteur, donc Amadeus, je ne sais pas si vous connaissez Amadeus, back-office de réservation de... Quand on discute avec eux, c'est qui votre principal concurrent? Amazon. Google, pardon. Dans la distribution, c'est Amazon pour tout le monde. Quand on discute avec des banques, ils disent Google ou Apple. Il n'y a pas un secteur où la concurrence qui est envisagée par ces boîtes-là ne soit pas un de ces géants du web-là. La pub, c'est Facebook, évidemment, ou Google. Donc Amazon a effectivement le pouvoir de casser la figure à tous les business de distribution, je pense. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont joué dans leur valorisation financière, c'est-à-dire que c'est une boîte qui n'a pas gagné d'argent pendant plus de 10 ans, quoi. Donc ils investissaient tous leurs bénéfices pour essayer de craquer le business d'après en cassant leur marge. Il y a un truc que les États-Unis faisaient très bien à un moment donné, qu'ils ont complètement oublié, qui était les lois antitrust. Donc, pour préserver un mode, une concurrence pure et loyale, les États-Unis avaient l'habitude de casser les boîtes qui devenaient monopolistiques. Donc, ils ont cassé des boîtes comme General Electric. La dernière qu'ils ont cassée, c'est Microsoft. Donc, ils ont obligé Microsoft à séparer leurs activités. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'il ne se passe rien sur des entreprises comme Google, Facebook ou Amazon qui seraient vraiment éligibles à ça. L'Europe, on commence à se pencher un peu sur la question, mais c'est un peu, voilà, c'est un petit peu léger, enfin, on le fait à l'européenne, quoi. Mais il y a une vraie question, c'est-à-dire que ces entreprises-là ont atteint des niveaux monopolistiques qui font qu'ils sont capables de tuer toute forme de concurrence sur le marché. Et au-delà de Google, on parle de Google, mais la société gestionnaire qui est Alphabet, ouais. Quel est votre retour par rapport à ça? Parce que c'est une société qui se place sur beaucoup de domaines, qui est à la pointe de la technologie. Enfin, c'est des sociétés dont du moins les gestionnaires sont à la pointe, ou du moins se positionnent pour être leaders sur leur marché. Donc comparativement à Amazon qui fait partie de ce groupe qu'on appelle GAFA, ouais. On compare à Google. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce type de société? En fait, moi je pense que Google est l'entreprise la plus visionnaire et la plus dangereuse sur le long terme. Enfin, ça va de pair, c'est-à-dire c'est un peu la morale de Spider-Man, hein, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Enfin, c'est un peu ça Google, c'est-à-dire qu'ils ont de grands pouvoirs et aussi de grandes responsabilités. À un moment donné, ils avaient un truc dans leur valeur qui était Don't be heavy ou un truc comme ça, je pense. Ils sont en train un peu de l'oublier, quoi. En 20 ans, alors c'est marrant parce que Google s'est créé 2 mois après ma boîte. En 20 ans, c'est des boîtes qui ont réussi à avoir une puissance indéboulonnable qui est effrayante. Après, c'était un peu ma conclusion, donc je vais enchaîner là-dessus. C'est en fait, Michel Serres a un discours qui est génial, donc philosophe, il a un discours qui est génial, il dit qu'il y a eu 3 grands moments dans l'humanité qui ont été l'invention, 3 grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité, l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie et l'invention d'Internet. C'est-à-dire, chaque fois qu'on remet en question la façon dont on transfère de l'information entre les individus, il y a une rupture sociétale majeure qui se passe. L'invention de l'écriture, c'est globalement l'apparition de l'agriculture, des villes et des nouvelles formes de pouvoir politique. La Renaissance, c'est le début de la fin du phénomène religieux en Europe. C'est la diffusion du savoir à tout le monde, c'est la fin du pouvoir féodal. Et là, on est dans une période qui est à peu près similaire, quoi. Et on ne sait pas dans où est-ce que le monde va verser. Enfin, vous êtes les mieux placés pour vous en rendre compte. Mais en fait, on a l'impression que tout va être tout beau grâce à la technologie ou que tout va être tout noir parce que le désordre climatique et écologique devient de plus en plus pressant. Et ce moment-là est un moment qui est arrivé 3 fois dans l'histoire de l'humanité, donc c'est un moment rare, mais qui est aussi source de plein d'inquiétudes, parce que Google, si ça devient l'instrument d'un pouvoir politique, c'est une situation qui est extrêmement dangereuse. Si on fait la même chose que ce qu'ont fait les nazis avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, le monde c'est pas très envie en fait. Donc il y a des sujets politiques majeurs qui sont liés à l'apparition de ces acteurs. Et qui sont aujourd'hui absolument incontrôlables parce que
comme à chaque révolution, il y a une remise en question du pouvoir politique, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le pouvoir politique est inadapté à traiter les enjeux de ces conglomérats qui sont absolument mondiaux. Ça se voit de façon évidente sur les politiques fiscales, c'est-à-dire c'est des boîtes qui sont tellement présentes mondialement qu'on est incapable de les imposer. C'est les acteurs qui créent le plus de valeur aujourd'hui qui échappent le plus à l'impôt, ce qui est un problème sociétal absolument majeur, quoi, et qui n'existait pas il y a 20 ans, par exemple. Donc les questions sont très ouvertes, mais je ne fais pas d'angélisme par rapport à ces acteurs, c'est des acteurs qui peuvent devenir assez dangereux, et je pense que le politique aura un rôle plus important par rapport à ça.